Hier, Poutine a détruit une installation américaine, et aujourd'hui, il envoie un avertissement nucléaire directement au président Trump. Le message est clair. Toute pression sur la Russie signifierait que Poutine utiliserait l'arme nucléaire. Mais le problème pour Poutine, c'est que l'Ukraine a montré à maintes reprises que les avertissements nucléaires de la Russie ne sont qu'un bluff. L'Ukraine a envahi la Russie, frappé le Kremlin et détruit la machine de guerre de Poutine. Et tout ce que Poutine peut faire, c'est regarder. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, voyons exactement pourquoi Poutine menace les États-Unis avec des armes nucléaires et comment le président Trump y répond. Tout a commencé avec cette usine appartenant aux États-Unis en Ukraine que la Russie a attaquée juste hier. Lors de cette attaque, heureusement, personne n'est mort, mais 15 personnes ont été blessées. Maintenant, il est important de préciser que cette attaque n'était pas un simple débris de missiles qui serait tombé sur une usine américaine. Non. La Russie a tiré 2 missiles de croisière directement sur cette usine, où près de 3000 personnes travaillaient. C'était une cible russe, et c'était un message adressé au président Trump. Maintenant, dans 1 minute, nous allons parler de pourquoi Poutine fait cela en ce moment. Pourquoi est-ce qu'il intensifie la guerre? Mais d'abord, voici ce que le président Trump avait à dire à propos de cette attaque. À ce propos, avez-vous évoqué avec Vladimir Poutine la frappe aérienne russe ayant touché hier une grande usine américaine en Ukraine? Quelle est votre réaction? Je ne suis pas satisfait de cela ni de rien concernant cette guerre. J'ai dit avoir réglé cette guerre. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que si quelqu'un attaque des bâtiments américains, on devrait faire plus que simplement être en colère. La Russie agit ainsi car les États-Unis veulent pousser Vladimir Poutine à rencontrer le président Zelensky. Maintenant, c'est quelque chose que Poutine avait accepté lors de son appel avec le président Trump, mais maintenant, la Russie se retire de cela parce que Poutine a trop peur d'affronter Zelensky. Alors, pour faire passer le message que Poutine ne veut pas rencontrer Zelensky, que fait la Russie? Eh bien, la Russie fait ce que la Russie fait toujours. Elle brandit la menace nucléaire. Poutine a visité la ville proche de Sarov, dans la région de Novograd, où se trouve l'une des principales installations du complexe d'armes nucléaires de la Russie, le Centre fédéral nucléaire russe. Les premières bombes atomiques et hydrogène soviétiques ont été créées dans cette ville. Certains se demandent peut-être si je vais trop loin, alors que ce n'est peut-être qu'une visite normale. Ce n'est pas Vladimir Poutine qui tente d'envoyer un message aux États-Unis. Devinez quoi? Je n'interprète pas trop les choses. C'est de cela que parlent les médias russes. Vladimir Poutine, lors d'un voyage de travail à Sarov, a déposé des fleurs au monument dédié à Yuli Kuritan, le concepteur en chef de la bombe atomique soviétique. Sarov, autrefois une ville fermée connue sous le nom d'Arzamas 16, reste au cœur de la recherche nucléaire russe. Ceci est un message clair. Cela vient des médias russes, et ils ne cachent pas ce que signifie ce voyage, et le moment choisi est aussi un message clair. Pendant que Poutine était en voyage, nous avons eu le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui s'est entretenu avec les médias américains. Ce matin, il a accordé une interview à NBC, où il a dit très clairement que Vladimir Poutine n'a aucune intention de rencontrer Zelensky tant que l'Ukraine n'aura pas capitulé. Il refuse de négocier avec l'Ukraine et exige sa reddition. Il refuse que les États-Unis poussent la Russie vers une issue pacifique à cette guerre. Écoutez-le vous-même. Zelensky quand l'ordre du jour sera prêt pour un sommet. Et cet ordre du jour n'est pas du tout prêt. Le président Trump a suggéré, après El Kharish, plusieurs points que nous partageons et sur certains d'entre eux, nous avons accepté de faire preuve d'une certaine flexibilité. Lorsque le président Trump a soulevé ces questions lors de la réunion à Washington, en présence de Zelensky et de ses sponsors européens, il a clairement indiqué que tout le monde comprenait très bien qu'il y a plusieurs principes que Washington estime devoir être acceptés, notamment l'absence d'adhésion à l'OTAN et la discussion des questions territoriales. Et Zelensky a tout refusé. Il a même refusé, comme je l'ai dit, d'abroger la législation interdisant la langue russe. En résumé, aucun organisateur de réunion. Le président Poutine a clairement dit qu'il est prêt à se rencontrer à condition que cette rencontre ait vraiment un ordre du jour présidentiel.
C'est une condition importante. Il n'y a pas de réunion prévue, monsieur le ministre. Vous le confirmez, n'est-ce pas? Zelensky n'a rien refusé. Zelensky a tenu une conférence de presse après sa réunion avec Trump et a affirmé être prêt à discuter de la question territoriale avec Poutine. Je ne sais pas quelles informations la Russie regarde, mais ça ne semble pas être les mêmes que moi. La Russie semble croire à sa propre propagande. Vous voyez, pour garder les citoyens russes sous contrôle, le Kremlin contrôle toutes les informations à l'intérieur de la Russie. Cela signifie que le Kremlin rédige les éléments de langage que nous voyons à la télévision d'État russe, la télévision du Kremlin. Et maintenant, il semble que les responsables du Kremlin comme Lavrov commencent à y croire et pensent que c'est la réalité. Parce que justement hier, la télévision du Kremlin, et l'une des émissions les plus populaires de la propagande d'État russe, disait que l'Europe avait commencé cette guerre et que la Russie n'avait aucune intention de l'arrêter. Écoutez par vous-même. L'essentiel n'est pas là, mais dans la qualité de l'État européen. Cela signifie que, dans ces conditions et résultats, Anchorage est le bureau ovale. L'Europe parasite en fait tout. Elle parasite la guerre en Ukraine, les ressources américaines, sa propre histoire depuis Spengler il y a 100 ans, le déclin de l'Occident, jusqu'à la dégradation actuelle. Qu'obtenons-nous en résultat? Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe est une coalition de parasites stratégiques accrochés à l'énergie de la guerre. Ils ont grandi grâce à cette énergie et n'ayant pas peur de cette guerre, sont simplement des accros à la guerre. Se débarrasser de cette aiguille est très difficile, extrêmement compliqué, voire mortel. Poutine refuse de rencontrer le président Zelensky car il ne souhaite pas mettre fin à la guerre. Poutine ne veut pas la paix, il veut une partie de l'Ukraine. Il fait simplement traîner l'administration Trump en longueur pour que Trump n'impose pas plus de sanctions secondaires contre les pays qui soutiennent la machine de guerre russe. Et de cette façon, la Russie peut soutenir son économie plus longtemps que l'Ukraine ne peut soutenir cette guerre. En fait, c'est quelque chose que nous avons vu dans des rapports. De nombreux responsables russes affirment en privé que leur priorité est de garantir que l'économie russe tienne plus longtemps que l'Ukraine dans cette guerre. Pour que l'Ukraine gagne, il n'est pas nécessaire d'envoyer des troupes américaines sur place. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous assurer que l'économie russe s'effondre avant que plus de personnes ne meurent. Il suffit de fournir à l'Ukraine assez d'armes et de soutien logistique pour arrêter les Russes. Devinez quoi? Ce matin, le président Trump a été interrogé sur d'éventuelles nouvelles sanctions et tarifs contre la Russie. Voici sa réponse. Alors je prendrai une décision sur ce que nous allons faire. Et ce sera une décision très importante. Il s'agit de savoir s'il y aura des sanctions, des tarifs massifs ou les deux. Ou bien ne faisons-nous rien et disons-nous que c'est votre combat. Écoutez, je n'aurais jamais été dans cette guerre. Je verrai à qui la faute. S'il y a des raisons, je les comprendrai. Je sais exactement ce que je fais. Nous allons voir s'ils ont une réunion ou non. Ce sera intéressant à voir. Et s'ils n'en ont pas, pourquoi n'ont-ils pas eu de réunion? Parce que je leur ai dit d'en avoir une. Je saurai dans 2 semaines quoi faire. Oui, je suis doué pour ça. Combien de temps donneras-tu à Poutine? Quelques semaines. Nous allons trouver une solution. Penses-tu? Que tu devras intervenir à un moment donné? Écoute, il faut être 2 pour danser. Je voulais rencontrer ces 2-là. J'aurais pu être à la réunion, mais beaucoup de gens pensent qu'il n'en sortira rien. Tu dois être là. Peut-être que c'est vrai. Peut-être pas. On verra. En attendant, les gens meurent encore. Je ne comprends vraiment pas ce qu'on va apprendre dans les prochaines semaines qu'on n'a pas déjà appris ces 6 ou 7 derniers mois. Poutine refuse d'évoquer la fin de cette guerre car il ne comprend pas la diplomatie. Il pense que si vous êtes prêt à discuter, vous êtes faible, et c'est pour ça qu'il ne va pas arrêter la guerre. La seule façon pour Poutine d'arrêter cette guerre, c'est s'il pense que nous sommes forts. Et la seule chose à laquelle Poutine réagit, c'est la force. Donc c'est ce qu'il nous faut si nous voulons que cette guerre s'arrête, si nous voulons que les tueries cessent. Ensuite, nous avons le général Ben Hodges qui explique ce point bien mieux que moi. J'adorerais avoir des négociations et des discussions interminables sans fin et tout ça parce qu'il pourrait continuer à faire ce qu'il fait. Parce qu'il, vous savez, il lit le président américain. Le président américain pense qu'il suffit qu'il confronte Poutine, réunisse Poutine et Zelensky et que tous trois se rencontrent pour tout régler,
comme s'ils discutaient d'une maison de ville au centre de Manhattan, vous savez, au lieu de quelque chose qui repose sur des questions culturelles, historiques et géographiques qui remontent à de très nombreuses années. Je pense que l'approche du président était vouée à l'échec dès le début parce qu'il n'a jamais voulu accepter ou reconnaître que la Russie est l'agresseur. Il ne comprend pas et les gens autour de lui ne comprennent pas l'histoire, la culture et la géographie en jeu. Et aussi, je pense qu'au sein de l'administration, ils ne comprennent pas vraiment pourquoi les gens se battent. Je veux dire, ils ne comprennent pas ce truc. Tu n'as aucune carte, tu sais. Ils m'ont dit clairement qu'ils ne comprennent pas pourquoi les Ukrainiens se battent aussi durement. On pourrait dire que les talibans n'avaient aucune carte, que le Viet Cong n'avait aucune carte, ou que les colonies américaines n'avaient aucune carte. Et pourtant, tu sais, ceux qui n'avaient aucune carte ont gagné à chaque fois. L'Ukraine fait exactement cela en frappant la Russie là où ça fait le plus mal. L'industrie pétrolière russe, et plus précisément, les oléoducs, que la Russie utilise pour exporter ce pétrole afin de continuer à faire rentrer de l'argent et financer l'effort de guerre. La station de pompage UNECA à Bryansk a encore été touchée par l'Ukraine. Au fait, c'était la 3e attaque contre cet oléoduc au cours des 30 derniers jours. Une capacité de pompage annuelle de 60 millions de tonnes de brut s'entreclait sur l'oléoduc Druzа vers l'Europe. Plus de pétrole de sang russe pour la Hongrie et la Slovaquie. Maintenant, cet oléoduc est très important pour les efforts de guerre russes. Selon les estimations des experts, la Russie gagne entre 70 et 80 millions de dollars chaque jour grâce à cet oléoduc qui exporte environ 90 000 barils de pétrole vers la Hongrie et la Slovaquie. Frapper directement cet oléoduc porte un coup à une source de revenus dont le Kremlin dépend pour poursuivre cette guerre. Bien sûr, les responsables hongrois n'étaient pas contents de cela, car le gouvernement en place en Hongrie ne se soucie pas du nombre. Beaucoup d'innocents meurent dans ce monde, tant qu'ils peuvent y continuer à obtenir ce pétrole russe bon marché. Voici ce qu'a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères. La nuit dernière, l'oléoduc Druzhba a subi une 3e attaque en peu de temps, interrompant les livraisons de pétrole vers la Hongrie. C'est une attaque contre notre sécurité énergétique et une tentative de nous entraîner dans la guerre. Cela échouera. Nous défendons la paix et nos intérêts. Donc, pour la Hongrie, défendre la paix, c'est acheter du pétrole russe qui finance la guerre. Expliquez-moi la logique. Voici la réponse amusante du ministre polonais des Affaires étrangères. Pierre, tu as autant de solidarité de notre part que nous en avons de la tienne. Selon les premiers rapports, cette attaque serait nettement plus violente que les 2 précédentes de l'Ukraine contre ce pipeline. Dans le passé, la Russie a pu le réparer en seulement quelques jours et le pétrole a recommencé à couler. Maintenant, la Russie effectue les réparations aussi rapidement parce qu'il est très important pour elle de recevoir l'argent provenant de l'exportation de pétrole via ce pipeline. Donc, la Russie accorde une priorité à la réparation de ce pipeline. Mais il semble maintenant que les dégâts prendront bien plus de temps à réparer qu'avant. Donc, on peut espérer que la Russie souffre sur les lignes de front. Ensuite, nous avons aussi d'autres exigences de Sergueï Lavrov, qui souhaite surtout que l'Ukraine capitule pour mettre fin à la guerre. Voici ce qu'il a dit que voulait la Russie, ses exigences. Lavrov réclame un veto russe sur la sécurité ukrainienne. Il relance le schéma d'Istanbul de 2022 avec Moscou et Pékin comme garants. Lavrov. Poutine rencontrera Zelensky seulement après des discussions préalables, et si Kiev règle la légitimité du signataire de l'accord. Lavrov a exclu la présence de troupes européennes en Ukraine après un règlement. Il les a qualifiées d'intervention étrangère et d'absolument inacceptables. Mais les troupes russes et chinoises ne sont pas une intervention étrangère. La logique russe ne me paraît pas cohérente. Le même jour, la Russie a lancé 600 drones et 40 missiles tuant une personne, blessant 15 et touchant Lviv. 26 maisons, une maternelle et des bureaux ont été endommagés. Le président Zelensky a réagi à ces exigences russes en demandant « Pourquoi la Russie veut-elle des garanties de sécurité contre elle-même » Personne n'attaquait la Russie jusqu'à ce que Poutine commence cette invasion. Si la Russie cesse l'invasion, elle n'a pas besoin de garanties de sécurité car personne n'a de projet. Peut-être que la Chine prévoit de reprendre le territoire volé par la Russie il y a des siècles. Mais en dehors de la Chine, personne n'a aucun intérêt à envahir la Russie. Voici la déclaration du président Zelensky. Quand la Russie soulève la question des garanties de sécurité, honnêtement, je ne sais pas encore qui les menace. Quand la Russie évoque les garanties de sécurité,
Honnêtement, j'ignore qui les menace. Ils nous ont attaqués et envahis. Je ne comprends pas quelles garanties l'agresseur réclame. Des garanties de quoi? Donc pour moi, ce n'est pas encore clair quel est le véritable sens. Je pense que les partenaires européens veulent s'assurer que la guerre ne se reproduise pas. Le seul déclencheur pour cela, c'est la Russie. Ne se reproduisent pas. Le seul déclencheur pour cela, c'est la Russie